Merci à vous de nous rejoindre dans l'édition de l'information sur A12. Voici les titres de ce journal. Une école de sorcellerie ouverte aux jeunes sensibles aux sciences occultes. Nous irons dès le début de ce journal dans la région de la Bretagne au nord-ouest de la France pour découvrir justement à quoi ressemble cette école, pas comme les autres. La destruction des monuments symbolisant l'ère soviétique se poursuit en Lettonie. Dans la ville de Daugavpils, près de la frontière russe, les russophones sont consternés par les démolitions en cours. Et le Rwanda qui préfère jouer l'apaisement avec la RDC malgré l'expulsion de son ambassadeur par Kinshasa, Kigali dit vouloir éviter l'escalade. La sorcellerie pratiquée et enseignée de façon officielle, cela se passe à Maine-Roche en Bretagne, dans le nord-ouest de la France. Le château du Rocher Portail abrite désormais une école spécialisée dans l'enseignement de la sorcellerie. L'initiative, faut-il noter, n'est pas sans rappeler la série à succès Harry Potter. Manuel Roussel, propriétaire de l'édifice, explique dans cet élément de l'AFP. Alors nous sommes en Bretagne, ce n'est pas étonnant, hein. Je pense qu'on n'est pas les seuls à posséder des anecdotes sur la magie et la sorcellerie, mais vous voyez, salle banquet, magie, école, donc pour nous ça a été une évidence, on s'est dit on va créer l'école de sorcellerie en France. Incroyable ça, vous avez été épais où? La ferme. C'est incroyable, tu vas dire le souhait en faisant le mouvement. Mais... Comme les enfants, effectivement, aiment bien tout ce qui est univers de sorciers, moi j'ai trouvé ça bien. Effectivement, c'était une bonne idée pour les vacances de la Toussaint. Donc j'ai regardé sur le site internet après, et j'ai pris mes places et je pense que j'ai bien fait de les prendre pour le coup parce que je crois qu'il n'y a plus beaucoup de place. Avec une température moyenne de 17,2 degrés Celsius, l'anomalie de température a atteint 3,5 degrés hier mardi sur l'ensemble de l'Hexagone. Des records qui font d'octobre 2022 le mois le plus chaud en France depuis le début des activités de la Direction de la météorologie nationale en 1945. Ce mois d'octobre a été le plus chaud en France depuis le début des mesures en 1945. La température moyenne a été de 17,2 degrés, c'est 3,5 degrés de plus que la normale. Les précipitations ont également été moins fréquentes qu'à l'ordinaire sur la majeure partie du territoire avec un déficit de 37%. Il s'agit du 9e mois consécutif avec des températures supérieures à la moyenne, selon Météo France. Je vous emmène à présent à Daugavpils en Lettonie, à 30 km de la frontière avec la Russie. La destruction de monuments rappelant l'ère soviétique se poursuit aux grandes dames des populations russophones de cette localité. Le 16 juin dernier, le Parlement letton adoptait une loi autorisant le retrait de tous les monuments glorifiant le régime soviétique d'ici la mi-novembre 2022. On leur a donné le week-end pour lui dire adieu. Quelques jours pour l'immortaliser, pour le décorer de fleurs et déposer des chandelles. C'est comme si toute la ville de Daugavpils, en Lettonie, située à 30 km de la Russie, était en deuil. L'ambiance est digne d'un enterrement au pied de ce monument érigé à la gloire des soldats soviétiques. Larissa sait très bien que c'est la toute dernière fois qu'elle peut s'y recueillir et elle est inconsolable. Tous les 9 mai, je viens déposer des fleurs ici pour le jour de la victoire. Et ce que le gouvernement s'apprête à faire m'arrache le cœur. C'est du vandalisme, comprenez? Rien de moins que du vandalisme. Si pour elle, étant de russophone, ce monument est le symbole de la libération, de la victoire de l'armée rouge contre les nazis, il est pour la majorité en Lettonie l'emblème de l'occupation soviétique qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Symbol of lies, symbol of power and symbol of oppression. Et l'invasion de l'Ukraine par la Russie aura finalement eu raison de leur destin. And this gave us this historical window of opportunity. Just say enough. Yeah, it's enough. En vertu de la loi adoptée par le Parlement letton, tous les monuments qui glorifient le régime autoritaire, qui était celui de l'URSS, doivent être retirés de l'espace public d'ici la mi-novembre. Les unes après les autres, les villes s'en débarrassent. La démolition du monument de la Victoire dans la capitale Riga au mois d'août aura été la plus spectaculaire de toutes.
Et ce, malgré l'opposition de la minorité russophone qui peuple les pays baltes et qui partage une vision bien différente de l'histoire. Ici, à Daugavpils, où plus de 90% des résidents sont d'origine russe, on appréhendait une telle scène. La mairie a donc choisi de le faire en pleine nuit. Mais pour Yulia, ce soir est un supplice. Les émotions oscillent entre la douleur et la colère. C'est l'équivalent de nous cracher au visage, dit Andrei. Ce monument est un souvenir. Il n'a rien à voir avec un soutien pour la Russie. C'est de la politique et elle va beaucoup trop loin. Direction la Russie, où 120 000 jeunes gens doivent être mobilisés pour leur service militaire. Cette opération s'inscrit dans le cadre des rotations ordinaires qui permettent à l'armée russe de former 250 000 appelés chaque année. Après la mobilisation, la Russie lance la conscription. 120 000 jeunes hommes entre 18 et 27 ans vont recevoir leur convocation d'ici le 31 décembre pour aller effectuer leurs 12 mois de service militaire. L'état-major russe assure qu'aucun appelé du service militaire ne sera envoyé combattre, mais qu'en revanche, la mobilisation est terminée, que 300 000 Russes iront renforcer les troupes en Ukraine. 156 morts, c'est le bilan définitif de la bousculade meurtrière d'Halloween qui ébranle la Corée du Sud depuis le samedi 29 octobre. Face à l'ampleur du drame, les autorités sécuritaires enchaînent les excuses. Le point dans ce reportage. Mauvaise anticipation, désorganisation des secours, la police coréenne fait son mea culpa. Je me sens lourdement responsable en tant que chef d'un office gouvernemental vis-à-vis des personnes qui ont été choquées par cet accident. Je suis responsable de la sécurité publique. Je le redis, nous allons tout faire pour éviter qu'un tel événement tragique ne se reproduise. Ce samedi, une foule immense et incontrôlée fête alors Halloween dans le quartier d'Itaewon. Des personnes sont piétinées, d'autres étouffent. On déplore plus de 150 morts et des dizaines de blessés. Seuls 137 agents avaient été déployés sur place alors que 100 000 personnes étaient attendues, reconnaît la police. Un bilan incompréhensible pour de nombreux habitants de Séoul. Avant l'accident, le gouvernement et la municipalité savaient que des gens allaient se rassembler dans le quartier comme tous les ans. Qu'ils n'aient pas pu gérer la situation à temps est intolérable. Les autorités expliquaient jusqu'alors leurs erreurs par l'absence d'organisateurs officiels et par le fait qu'une autre manifestation était encadrée par 6500 policiers au même moment à Séoul. Je ne comprends pas comment ils ont juste pu faire la circulation des voitures et non celle de la foule. Le président Yoon Suk-yeol annonce une réforme du protocole de gestion des foules et appelle le pays à se doter de moyens numériques de pointe pour cela. Des moyens qui existent déjà mais n'ont pas été utilisés selon les médias locaux. La coalition de droite emmenée par le Likoud de l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a remporté la majorité des sièges aux législatives de ce 1er novembre. Sur 120 sièges, la coalition de l'ex-chef du gouvernement remporte 61 sièges contre 59 pour son éternel rival centriste Yair Lapid, une victoire qui le replace aux portes du pouvoir. Le public chante « Bibi, roi d'Israël ». Je ne suis pas roi. Je dois être élu et c'est vous qui allez m'élire. Benjamin Netanyahou est de nouveau aux portes du pouvoir. Nous avons remporté aujourd'hui un vote de confiance. Le Likoud est le plus grand parti d'Israël. Une fois qu'on aura les résultats finaux, je ferai un gouvernement d'union nationale. Les estimations donnent le Likoud en tête, mais surtout donnent à sa coalition la majorité absolue, 61 sièges, et ce grâce à un homme, Itamar Ben-Gvir,
son alliance d'extrême droite, sionisme religieux et donner 3e formation au Parlement. Les gens veulent des dirigeants qui protègent la terre d'Israël, qui veulent développer le nord et le sud du pays, protéger sa capitale, Jérusalem, et coloniser la Judée et la Samarie. Mais avec un retard d'un siège seulement, le Premier ministre sortant, Yair Lapid, veut croire que la situation peut basculer. Jusqu'à ce que la dernière enveloppe soit ouverte, rien n'est perdu. Contrairement aux dernières élections qui ont vu le départ de Benyamin Netanyahou, les partis arabes se sont présentés en ordre dispersé. Une certitude, le taux de participation à ces élections législatives est le plus élevé qu'a connu le pays depuis plus de 20 ans. Au Brésil, le président sortant Jair Bolsonaro, battu à la présidentielle de ce samedi, est finalement sorti de son silence hier mardi. Face au mécontentement de certains de ses partisans qui ont bloqué plusieurs axes routiers, le leader de droite a exprimé sa volonté de se conformer à la Constitution. Les détails dans cet élément. Jair Bolsonaro sort de son silence. Le président sortant du Brésil s'est exprimé ce mardi, 2 jours après sa défaite à l'élection présidentielle face au dirigeant de gauche Lula da Silva. Sans reconnaître explicitement la victoire de son adversaire, Jair Bolsonaro a remercié les 58 millions de Brésiliens qui ont voté pour lui et s'est engagé à respecter la Constitution. Les mouvements populaires actuels sont le résultat d'une indignation et d'un sentiment d'injustice quant à la manière dont le processus électoral s'est déroulé, a-t-il déclaré. Les manifestations pacifiques seront toujours les bienvenues. Mais nos méthodes ne peuvent pas être comme celles de la gauche qui ont toujours nui à la population, a-t-il dit. Une déclaration qui fait référence aux nombreux blocages d'autoroutes dans le pays, organisés par des soutiens de Jair Bolsonaro qui ne reconnaissent pas sa défaite. Lundi soir, un juge de la Cour suprême a ordonné le déblocage immédiat des routes et des voies publiques et demandé à la police routière fédérale de prendre toutes les mesures nécessaires. Près de 300 barrages routiers ont été recensés dans l'ensemble du pays depuis dimanche. Jair Bolsonaro a autorisé la transition du pouvoir selon son chef de cabinet, reconnaissant donc à demi-mot sa défaite. Lula da Silva, figure emblématique de la gauche brésilienne, doit prendre ses fonctions le 1er janvier prochain. Celui qui fut déjà président de 2003 à 2011 a déjà été félicité par de nombreux dirigeants de la planète. Comment maîtriser la gestion des enjeux sécuritaires et consolider l'unité au sein des pays membres de la Ligue arabe? C'est l'une des questions qui attend des réponses au cours de ce 31e sommet de la Ligue arabe qui se tient depuis hier en Algérie. Un sommet qui s'est ouvert sur fond de dissensions entre les États, nous apprend notre confrère d'Africa 24. Hôte de la 31e édition du sommet de la Ligue arabe du 1er au 2 novembre 2022, l'Algérie place cette rencontre sous le signe du rassemblement. En effet, alors que la pandémie de Covid-19 a empêché la tenue de ces assises pendant 3 ans, des dissensions sont apparues entre les États membres de la Ligue arabe, rapprochement du Maroc et du Soudan avec l'État d'Israël notamment, mais aussi rupture des liens diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc sur fond de conflits au Sahara occidental. Par ailleurs, la normalisation de la situation politique et sécuritaire en Libye va également meubler les débats lors de cette rencontre des chefs d'État de la Ligue arabe. C'est un sommet où participera pratiquement les 2/3 des chefs d'État arabes, des princes, des rois, etc. C'est un sommet qui est face à des défis extrêmement importants. Il y a celui de l'inflation mondiale, des crises internes dans le monde arabe, la Libye, le Yémen, la Syrie, les conflits, le terrorisme. Le sommet de la Ligue arabe en cours est consacré à la réforme de l'organisation qui se compose de 22 pays d'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et du Golfe. L'une des préoccupations majeures de cette édition du sommet est la prévention des conflits et la contribution à leur résolution à travers la réactivation de nombreux protocoles, l'initiative arabe de paix de 2002, entre autres. Afin de consolider l'unité des pays arabes, d'atténuer l'impact de ces crises sur les populations arabes
et surtout de réformer la Ligue arabe qui est en train de s'essouffler. Vraiment une organisation qui a été créée en 1945, dont les structures ont besoin d'être réformées. L'organisation du 31e sommet de la Ligue des pays arabes est le symbole d'une renaissance de la diplomatie algérienne. Cependant, l'absence du roi du Maroc, Mohamed VI, représenté par le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, interpelle des observateurs. Rappelons que lors de la fête du trône en juillet 2022, le souverain chérifien déclarait sa main tendue en direction des autorités algériennes pour un dégel des tensions entre les deux États. Kigali privilégie la voie de la désescalade avec son voisin de la RDC. 72 heures après l'expulsion de l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, appelait les autorités congolaises au respect de leurs engagements pris lors des différentes tentatives de médiations internationales. Dans son bureau au ministère des Affaires étrangères, le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais est très sollicité. Entre les coups de fil et les entretiens avec les journalistes, Alain Mukuralinda enchaîne pour présenter la réaction de son gouvernement face à l'amplification des tensions entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Les journalistes veulent savoir ce que le Rwanda compte faire après l'expulsion de son ambassadeur à Kinshasa. Le Rwanda garde toujours le cap. Ce problème doit être résolu via les voies pacifiques, par les débats, par les discussions. Ça, c'est la posture du Rwanda et qui n'a pas changé. Parce que si on expulse l'ambassadeur et que le Rwanda fait la même chose, est-ce qu'on n'est pas dans l'escalade là? Le Rwanda a décidé, je dirais même que la décision, le communiqué qui a été publié hier, c'est un communiqué de désescalade. On ne va pas faire exactement la même chose. Plusieurs initiatives de médiation ont été mises en place pour résoudre la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, notamment la feuille de route de Luanda, le processus de Nairobi ou encore récemment la rencontre avec le président français Emmanuel Macron. Apparemment, toutes ces solutions semblent ne pas produire les résultats attendus. Il y a eu également Addis Abeba, il y a eu Afrique du Sud. On peut remonter dans le temps. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire. Il ne faut pas se cacher la vérité. Il y a un manque de volonté politique du côté des autorités congolaises. Aujourd'hui, il faut poser la question. Est-ce que ce qui a été proposé a été mis en application? Tant que ça n'a pas été mis en application, pourquoi voulez-vous qu'il y ait des solutions durables? Deuxièmement, qui est responsable en premier lieu de mettre les solutions proposées, de les appliquer? Est-ce que ce sont les pays limitrophes ou c'est le pays en question où il y a des problèmes? Dans un communiqué publié le 30 octobre, l'Union africaine rappelle les parties prenantes dans cette crise à privilégier le dialogue. À cet égard, l'organisation appelle toutes les parties à participer de bonne foi au 3e dialogue de paix intercongolais qui se tiendra à Nairobi du 4 au 13 novembre 2022. Pour rappel, le gouvernement congolais reproche au Rwanda de soutenir les rebelles du M23 qui assiègent aujourd'hui plusieurs villes à l'est de la RDC, des allégations que le gouvernement rwandais a toujours niées. Dans la page culturelle, l'Égypte célèbre le 100e anniversaire de la découverte de la tombe de Toutankhamon. L'ouvrage antique avait été découvert le 4 novembre 1922 par l'égyptologue britannique Howard Carter. Il avait accédé au trône à l'âge de 9 ans avant de décéder 9 ou 10 ans plus tard. Toutankhamon est perçu comme le symbole ultime de la gloire de l'Égypte ancienne. La découverte de sa tombe, vieille de 3000 ans, avait marqué un tournant dans l'archéologie. Cette année 2022, nous célébrons non seulement en Égypte, mais dans le monde entier la découverte de Toutankhamon il y a 100 ans. C'est le centenaire de la découverte de sa tombe, la tombe du jeune roi. Ça a chamboulé le monde entier en raison des objets intacts trouvés dans sa propre tombe. C'est l'égyptologue britannique Howard Carter qui découvre sa tombe antique en 2022. Depuis lors, elle ne cesse de fasciner.
La tombe de Toutankhamon était la seule découverte presque intacte dans la vallée des rois. C'est une belle et longue histoire. Lorsque Carter a découvert la tombe le 4 novembre 1922, il a trouvé 5398 pièces. La plupart d'entre elles étaient en or. La tombe elle-même est très modeste. Elle est toute petite comparée au reste des tombes de la vallée des rois. Des scanners de son corps réalisés en 2005 ont permis de lever le voile sur les circonstances de sa mort. Après avoir pris quelques milliers de photos de la momie de Toutankhamon, nous avons pu annoncer qu'il est mort des suites d'un accident en char et de cette roue gauche. Et il est mort le deuxième jour après cet accident. Toutankhamon et ses 5398 pièces funéraires seront exposées au Grand Musée égyptien de Gizeh lors de son ouverture. Battu hier mardi par Tottenham 2-1, l'Olympique de Marseille ne jouera finalement pas les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré une première mi-temps correcte et appliquée, les poulains de Igor Tudor ont craqué en seconde période face à des Spurs plus entreprenants qui, avec cette victoire, se qualifient pour le second tour. Chancel Mbemba nous dit sa version justement de cette défaite. Une exclusion lors de la première journée, vous faites un exploit en première période et l'élimination derrière. Elle vous fait du mal, cette équipe de Tottenham? On est déçus. On a commencé notre match très bien, mais on a loupé un manque d'expérience. On est trop déçus. Chancel, qu'est-ce qui fait que vous marchez si bien, marchez presque sur l'eau en première période et qu'en deuxième période, vous êtes quasiment apathique, c'est difficile, on voit plus votre visage en deuxième période? Je crois d'abord la fatigue et il fallait chaque joueur, il faut être concentré. Deuxième période parce qu'on savait déjà première période c'est passé, il fallait deuxième période. Après, dommage, chaque joueur, on a fait des erreurs, on accepte. On est très déçus, Dites-moi, ce but encaissé dans le temps additionnel, on a l'impression que vous ne savez pas que vous êtes éventuellement troisième pour l'Europa League. Est-ce que vous saviez qu'avec un partout, vous alliez en Europa League ou ça n'était pas ce qui comptait de toute façon? Parce qu'on a l'impression que ce but qui est encaissé, on ne sait pas qu'en gardant le match nul, on peut préserver une troisième place. Nous, sur le terrain, on ne savait pas. Mais sur les bancs, les gens ils savaient. Je veux dire, c'est manque de communication. Seulement parce que nous, on a la rage de pousser jusqu'à la fin, mais on ne savait pas. C'est manque de communication, je veux dire, c'est notre erreur. Une grosse erreur, un gros apprentissage. Merci beaucoup, Chancel. Merci. C'était donc la dernière information de ce journal. Merci de votre attention. On se retrouve demain pour un autre point de l'actualité sur A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Au revoir.